Au Cameroun, l'élection présidentielle d'octobre 2025 de cette année donc approche. C'est dans ce contexte qu'a été publié il y a environ un mois le rapport de la commission mixte franco-camerounaise sur le rôle de la France dans la répression des mouvements indépendantistes et d'opposition entre 1945 et 1971. Il y a une guerre dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, la guerre de décolonisation menée par la France au Cameroun. De nombreuses violences ont été perpétrées, des violences extrêmes. Les Français nous ont massacrés alors que notre peuple demandait leur indépendance. Un rapport officiel de plus de 1000 pages vient faire la lumière sur ces événements. Ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, ce n'était pas l'histoire du Cameroun, c'est que la France a voulu qu'on appelle. Assez curieusement, sur la scène politico-médiatique camerounaise, ce rapport a ouvert une séquence de polémiques à relents divisionnistes. Tout est parti d'une sortie de l'ancien opposant, devenu chroniqueur télé, Elimbi Lobé, qui s'en est pris à Ernest Ouandié, figure mythique du nationalisme camerounais et de cette union des populations du Cameroun martyrisée par le colonialisme français. Elimbi Lobé a traité Ernest Ouandié de bandit. Monsieur Ouandié était un bandit. Il a été attrapé par l'armée camerounaise, traduit en justice, condamné pour atteinte à la sûreté de l'État. Monsieur Ouandié, sous le prétexte de lutter pour les biens du Cameroun, s'est permis de verser le sang des Camerounais qui ne lui ont rien fait. Il n'y a en politique aucune raison de verser le sang. Et ceux qui versent le sang en portent le prix. Derrière la polémique strictement mémorielle, ces propos qui ont enflammé le pays et suscité de grandes divisions et des écarts de langage préoccupants, on a assisté au Cameroun à une sorte de controverse profondément ethnicisée, ciblant les Bamileke, une ethnie à laquelle appartenait Ernest Ouandié et qui se serait servi du prétexte de la guerre contre le colonialisme pour envahir, entre guillemets, des terroirs qui n'étaient pas les leurs. Pour expliciter les arrière-pensées des joutes venimeuses qui se poursuivent au moment où nous tournons, j'ai fait appel à Aman Mana, journaliste, éditeur, enseignant en journalisme désormais aux États-Unis. Bonjour Aman Mana. Bonjour. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'arrière-plan historique camerounais, de quoi est-il question dans le rapport de plus de 1000 pages qui a été publié sur le rôle de la France dans la guerre d'indépendance de ce pays? De quelle histoire parlons-nous? Alors, ce rapport vient à la suite d'une annonce faite par le président Emmanuel Macron en visite au Cameroun il y a quelques années. Et il avait, de sa propre initiative, dit qu'il ouvrirait les archives françaises et qu'une commission serait créée pour pouvoir éplucher les archives et à la fin pouvoir dire quel a été le rôle de la France dans ce que la France n'a jamais accepté d'appeler une guerre. Parce que, entre parenthèses, en Algérie, on dit la guerre d'Algérie. Mais au Cameroun, ils n'ont jamais dit que c'était une guerre. Ils ont dit qu'ils faisaient du maintien de l'ordre. Ils accompagnaient le régime de Yaoundé, qui leur avait demandé d'être là, dans le cadre de la coopération militaire entre l'État nouvellement indépendant et la France. Ce rapport a paru, il a près de 1000 pages. Il était surprise quand même. La commission était dirigée par un artiste, Plik Bassi. On lui déniait ou pas. On peut lui dénier quand même la compétence sur une matière. Alors, il y avait d'un côté une historienne française. Et le rapport a paru et très vite, la classe intellectuelle camerounaise s'est élevée contre un ensemble de choses qu'il y avait dans ce rapport, et notamment la terminologie utilisée dans ce rapport. Et c'est dans cette terminologie, dans les mots utilisés dans ce rapport, on parlait non pas de nationalisme, mais on parlait de terroristes. On parlait de terroristes lorsqu'on s'exprimait, lorsqu'on parlait de l'UPC, des membres de l'Armée de libération nationale du Cameroun, ALNK. Les textes, vous savez, d'un contexte à l'autre, le terroriste peut dire une chose et signifier une autre.
Tout le monde se souvient que les Nelson Mandela, du moment de l'ANC en clandestinité, l'ANC c'était une affaire de terroristes. Donc ça dépend de là où on se situe. Donc la polémique est partie. La polémique est partie. Voilà. Et il y a eu maintenant cette inflammation de déclarations, dont celle que vous avez évoquée, où on traitait, Ernest Ouandié, qui, entre Ernest parenthèses, Ouandié. a été réhabilité par un décret présidentiel comme étant héros national en 1991. Ouandié Ernest a été exécuté avec deux autres de ses compagnons le 15 janvier 1971 à Bafoussam. Et on l'a traité, ce panéliste, cet habitué des plateaux de télévision, l'a traité de bandit. De bandit dont le seul but était, dont le seul combat était de s'accaparer des terres dans la région du Mungo. Donc voilà. Une région dont il n'était pas originaire. Dont il n'était pas originaire, si on veut. Donc voilà le contexte dans lequel cette inflammation, je veux dire cette déflagration de propos tribalistes a été faite. Ben, si vous voulez, très rapidement, je peux vous faire l'histoire du peuplement. L'histoire du peuplement du Mungo est très simple. L'histoire du peuplement du Mungo commence de la province du Mungo, parce que au Cameroun, il y a les hauts plateaux de l'Ouest, et quand vous descendez vers la mer, vous traversez la région du Mungo, qui est une région montagneuse et qui va vers la plaine du Bouri, de l'Atlantique, et c'est une région volcanique très fertile. Vers 1900, au cours des années 20, le Cameroun, qui est sous tutelle SDN de la France, les Français estiment qu'ils vont faire de la mise en valeur. Et c'est cette région qu'ils repèrent pour pouvoir faire du cacao et du café. Parce que c'est... Donc, il y a un ensemble il y a des concessions. Les Français prennent ce qu'ils veulent parce qu'ils sont chez eux, entre guillemets. Ils prennent les terres qu'ils veulent prendre. Et de toutes les façons, la région n'est pas très particulièrement densément peuplée. Donc, ils s'installent comme ils veulent. Donc, ils créent de grandes plantations caféières et cacaoyères, de grandes plantations caféières, cacaoyères, bananières, et du palmier à huile et également de l'évia. De toutes les façons, toutes les grandes cultures industrielles. Il se trouve que sur place, il n'y a pas de main-d'œuvre. Il n'y a pas assez de main-d'œuvre, en tout cas. Il n'y a pas assez de main-d'œuvre, voilà. La main-d'œuvre est insuffisante, merci. Et les plateaux qui sont situés plus haut, un peu à l'ouest, ont des populations qui sont nombreuses, qui sont disponibles, et à l'époque, l'indigénat permet de prendre qui on veut pour aller faire travailler. Le code de l'indigénat, qui est une sorte de code civil dénaturé, où finalement l'individu a peu de droits. Non, l'indigénat, c'était que l'indigénat stipulait que chaque indigène, vous savez ce qu'on appelle un indigène à l'époque, doit donner un nombre de jours précis de travail à la colonie pour pouvoir payer son impôt s'il ne peut pas payer. Mais de toutes les façons, la France peut disposer de qui elle veut, comme elle veut, pour aller travailler dans les plantations. Donc, les jeunes, la force de travail est capturée, oui, et extraite des hauts plateaux de l'Ouest, de toutes les façons. Le haut plateau de l'Ouest où se trouvent les Bamileke, c'est important de le dire pour le public international. Donc, ils descendent dans les plantations et commencent à travailler. Ils travaillent dans les plantations comme manœuvre payée, pas payée, manœuvre, comment on va appeler ça? Oui, manœuvre et manœuvre esclave, j'allais dire esclave manœuvre. Je voulais dire. Mais esclave temporaire, on va dire. De quoi subsister. Esclave temporaire, on peut dire. Voilà. Et survient la crise de 1930, la grande crise économique de 1930. Les cours baissent,
les cours de certaines matières, des matières premières baissent partout. Les grands planteurs français tombent en faillite. Entre parenthèses, il faut savoir qu'il y a également des planteurs autochtones de la région qui s'étaient constitués, qui avaient fait des petites plantations, qui avaient également embauché la main-d'œuvre qui venait des hauts plateaux de l'Ouest, les Bamileke. Et les planteurs se trouvent en faillite. Ils se trouvent en faillite et qu'est-ce qu'il faut faire? Les ouvriers qui étaient sur les plantations sont rétribués comme on peut. Il y en a à qui on laisse une partie des terres pour que de toutes les façons, ils puissent survivre, puisque de toutes les façons, quand ils arrivaient, on leur donnait toujours un petit bout de terre, un bout de terrain pour pouvoir cultiver et pour pouvoir vivre ou survivre. Et c'est ainsi que un ensemble de terres passe d'une main à l'autre et passe des mains des maîtres aux mains des ouvriers. Et c'est ainsi que s'effectue l'acquisition d'un certain nombre de terres dans le Mungo. Par des Bamileke. Par des Bamileke. Le problème, c'est que par plusieurs vagues successives, les gens vont arriver des hauts plateaux et vont s'installer sur ces terres. Ils vont les acquérir auprès des autochtones ou alors ils vont aller tout simplement dans la brousse, là où il n'y avait personne, s'installer comme des pionniers dans une forme de colonisation, pas colonisation coloniale, colonisation au terme colonisation, en termes fonciers. Voilà. Et voilà comment s'est effectué ce peuplement. Et arrivent les années 60, les années 55-60, où le Cameroun est en ébullition et il y a une insurrection armée. Et pendant cette insurrection, l'ANK, les UPCistes armés, la rébellion nationaliste, installent dans les campagnes une forme de terreur parce qu'ils empêchent aux gens de travailler, et il y a des assassinats de tous ceux qui collaborent, et c'est ainsi que il se crée un climat d'insécurité qui va permettre un ensemble de choses, d'exactions de tous les côtés. Seulement, ce que disent les personnes qui apparaissent à la télé, c'est que l'insurrection upéciste avait pour dessein l'accaparement des terres. Donc, en réalité, il dénie à cette insurrection son caractère nationaliste politique, et national son et politique pour en faire une insurrection tribale et une agression d'un groupe ethnique contre un autre. Voilà. Donc, c'est ce qu'ils essayent de faire comprendre à nouveau. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière, il me semble, une stigmatisation ethnique qui vise essentiellement le leader le plus important de l'opposition. Il y a... De l'opposition contemporaine. De l'opposition à l'heure actuelle, Maurice Kamto. On essaye de coller l'étiquette de voleur, d'envahisseur à, y compris Ernest Wandier, qu'on associe immédiatement à l'image de Maurice Kamto. Ce sont les gens de la même ethnie, ce sont les gens de la même tribu qui envahissent les gens pour leur prendre des terres. À partir du moment où il va être candidat à la présidence de la République, méfiez-vous, ce sont des gens. Parce qu'en toile de fond, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu à la fin une certaine réussite
il y a eu à la fin une certaine réussite économique de ces nombreux agriculteurs, parce que les gens étaient à la fois un peu commerçants, un peu planteurs, et bref, il y a eu une forme de réussite économique. Donc, de disqualifier cette réussite économique et de disqualifier un ensemble de choses qui sont associées à l'image du Bamileke. Pourquoi? Pour disqualifier essentiellement la candidature de Maurice Kamto. Ce n'est pas du tout nouveau. C'est pas nouveau. Et ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire que en 1992, lors de l'élection, la première élection présidentielle pluraliste, John Frunzi, qui certes n'est pas ce qu'on appelle un Bamileke au sens politique camerounais, hein, c'est un anglophone, certes des Grassfields, mais qui n'est pas un Bamileke politiquement parlant, parce qu'au Cameroun, pour associer, parce que John Frunzi était soutenu dans les provinces du nord-ouest, de l'ouest, du littoral et autres, on a créé le concept de Anglo-Bamileke. Le concept d'Anglo-Bamileke a été inventé dans une lettre, est sorti pour la première fois dans une lettre des prêtres du diocèse de Douala, où on avait nommé Monseigneur Simo en 1987 comme évêque auxiliaire. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont associé, qu'ils ont créé le vocable Anglo-Bamileke. Donc, il y a eu l'association Anglo-Bami. Tout cela pourquoi? En réalité, c'est toujours le même croque-mitaine, le même jounjou, comme on dirait au Cameroun, qu'on met en avant, c'est la menace Bamileke. Ah, les Bamileke sont là. Ah non, ils vont vous envahir. Ah non, ils vont prendre vos terres. Ah non, ils vont prendre le pouvoir. Vont prendre vos femmes. Que sais-je encore? Ils vont prendre le pouvoir. En réalité, c'est le même jounjou. C'est entre guillemets, hein, ceux qui connaissent le Cameroun savent ce qu'on appelle un jounjou. Ouais. Un épouvantail, on va dire. Pour parler français. C'est le même croque-mitaine qu'on met en avant pour dire, voilà, ils arrivent. C'est quoi l'enjeu? L'enjeu est simplissime. Il y a un pouvoir qui a bientôt 50 ans, qui dure depuis un demi-siècle sur le Cameroun, qui a poussé le Cameroun vers les abîmes du sous-développement, alors que le Cameroun a les ressources qu'il faut pour pouvoir ne pas en être là, tout simplement par inconscience, inconsistance, incompétence et banditisme d'État. Il est question de se débarrasser, de se départir de ce régime pour pouvoir enfin faire avancer le Cameroun. Et ce régime s'accroche en utilisant toutes les armes qui lui tombent sous la main. Alors revenons au rapport de la commission mixte franco-camerounaise. Alors, vous avez dit que c'était un rapport qui était rédigé par un artiste. En fait, c'était, si j'ai bien compris, il y avait une grosse commission. Il y avait une commission recherche et une commission artistique. Et le Camerounais qui était à la tête de la commission artistique, c'était Blik Bassi, et la Française qui était à la tête de la commission recherche, c'était Karine Ramondi. Quel rapport les institutions camerounaises, présidence, gouvernement, etc., ont-elles entretenu avec les chercheurs de cette commission-là? Parce qu'on voit que ce que produisent des gens qui sont plus ou moins affiliés au pouvoir de ce pays, c'est finalement une idéologie qui relégitime le fait colonial d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que les Camerounais, le gouvernement camerounais a joué le jeu, ouvert les archives, etc. Non. à la commission? Il y a une remarque très importante. Et lorsque vous lisez cette introduction, vous êtes absolument stupéfait. Les archives nationales du Cameroun n'ont pas été ouvertes aux chercheurs. Et les chercheurs l'ont bien précisé. C'est-à-dire que les chercheurs qui ont été mandatés, la commission mixte n'a pas eu accès aux archives nationales camerounaises, ni celles de la justice, ni celles de l'armée.
encore moins les archives nationales tout court. Donc, ils ont travaillé uniquement sur les documents français, Mais c'est quelque chose, c'est absolument ahurissant. C'est-à-dire que le gouvernement camerounais, en public, a accepté, oui, il y a eu des photos, aussi bien au moment où on remettait, au moment où on remet le rapport, vous voyez très bien comment M. Biya est là, il tend la main et tout. Mais les archives camerounaises n'ont pas été ouvertes. Elles n'ont pas été ouvertes aux chercheurs, malgré leur demande. Lisez ce rapport. Quand vous lisez ce rapport, dès l'introduction, la commission dit que les archives camerounaises ne nous ont pas été ouvertes. Et il n'explique pas la raison pour laquelle... En gros, on fait face donc, le gouvernement camerounais n'a même pas coopéré. En gros, on fait face à une sorte de complexe france-africain où le plus conservateur se trouve en Afrique et pas en France. Bien entendu. Bien entendu. Parce que ce pouvoir, il est le fruit du néocolonialisme. Il est dans la continuité de celles et ceux à qui le pouvoir a été donné par les Français. Et il y a peut-être plus de danger pour lui de se délégitimer en ouvrant ses propres archives. Ben, je n'en sais strictement rien, mais la vérité, c'est que c'est du bout des lèvres, que le pouvoir de Yaoundé à coopérer. Bon, les chercheurs ont fait leur travail de façon assez méthodique, il faut le dire, hein, parce qu'à la fin, quand même, on ne va pas disqualifier cette commission qui a fait quand même un travail remarquable. Hein. Ils ont fait un travail remarquable, un travail de fourmi. Ils ont fait un travail de fourmi. Donc, il y a une belle somme. Il y a une belle somme à l'intérieur. Mais ce ne sera jamais, comme l'a dit Bob Dapierre Kamé, qui est un professeur de sciences politiques camerounais en France, qui a dit que rien ne vaut un livre d'histoire. Rien ne vaut un livre d'histoire qui est une approche, là où il y a une approche plus personnelle, comme le livre de Deltombe et Tatitsa, Cameroun avec K, qui, quand même, sur la question, a fait le travail, quoi. Le travail. Mais finalement, on se demande à quoi ça sert justement ces commissions et ces rapports de commission qui servent peut-être à encadrer le fait historique si ça produit en France un peu de frustration. Par exemple, il y a eu une polémique autour de l'utilisation du napalm par l'armée française. Il y a des victimes qui ont dit à la partie camerounaise, à la partie culture, qu'elles avaient été victimes de l'utilisation du napalm, et la partie recherche a conclu qu'il n'y avait pas d'utilisation du napalm. Bon, c'était une polémique et de l'autre côté, une polémique historique, et de l'autre côté, il y a une polémique politique au Cameroun où finalement l'État camerounais, avec qui la France est censée se réconcilier en réconciliant les histoires, ne veut pas réconcilier l'histoire. Sur la question, je pense que la question du napalm, de l'utilisation du napalm, vous allez dire, elle est inutile. Elle est inutile pourquoi? Parce que le crime de guerre est constitué lorsque une armée tire sur des civils non armés et dans des conditions de destruction massive humaine. Il y a dans le rapport, on dit dans le rapport qu'on a utilisé des balles incendiaires au phosphore, des balles incendiaires au phosphore. Mais mon cher Théophile Kouamouo, ce ne sont pas des bonbons. Des balles incendiaires au phosphore, ce ne sont pas des bonbons. Donc, il y a, par voie aérienne, des raids qui ont été faits, et pendant ces raids, on utilisait des projectiles pour tuer les gens et brûler leurs maisons. Peu importe les substances qui ont été utilisées, le crime de guerre est constitué, à ce qui me semble. Donc, la question du napalm me semble subsidiaire. La question du napalm me semble subsidiaire. Il y a eu des crimes de guerre, des actions constitutives de crimes de guerre. Maintenant,
est-ce qu'on va les qualifier de génocide ou de pas génocide? Maintenant, ça encore, c'est une question de sémantique, de terminologie. À partir du moment où des populations sont installées quelque part et elles n'ont pas d'armes, elles vivent elles sont dans leur village et un avion arrive et il balance, c'est un crime de guerre. Donc, à ce qui me semble, ceux qui tournent sur la question du napalm, non, il n'y a pas à s'arrêter là-dessus. Est-ce qu'il y a eu un crime de guerre constitué là-bas? Oui. Alors, ce qui est curieux, c'est justement que, au lieu que les Camerounais réclament unanimement des comptes à leur ancienne puissance tutélaire, ces crimes de guerre qui ont fait perdre la vie à des dizaines de milliers de personnes, en fait, le Cameroun se divise sur lui-même. Et effectivement, la question du génocide, elle est en discussion, mais on a l'impression que ceux qui refusent l'attribution de ce mot génocide refusent que leurs adversaires à l'intérieur de leur nation s'en servent comme, disons, comme instrument mémoriel. Parce qu'en gros, s'il y a eu un génocide, c'est un génocide des Bamileke, et ça, beaucoup de polémistes ne le veulent pas. Comment l'expliquer? Oui, bien sûr. Il y a une polémique qui est compréhensible. Et ça encore, c'est détourné pour servir les intérêts de la politique actuelle. Il y a des personnes qui estiment que si on valide la question du génocide, ça va profiter uniquement à l'ethnie Bamileke qui va s'en prévaloir pour avoir une cartouche en plus dans son carquois et dans sa quête, dans sa conquête du pouvoir politique. Et c'est pour cela que les gens tirent contre cela. C'est un processus absolument, c'est mentalement extrêmement vicieux. C'est extrêmement vicieux. Mais c'est ainsi. Donc c'est ça le sens de cette polémique-là. C'est ça le sens de ce refus. C'est ça le sens de ce refus, de cette, comment j'allais dire, parce que dans le pire des cas, on aurait pu se dire que les Camerounais au moins vont être d'accord sur la question de ce que il y a eu un certain nombre d'exactions. Il y a eu ces crimes contre l'humanité. Bon, s'avancer vers le génocide, je n'en sais strictement. Il faudra qu'on qualifie, qu'on requalifie, qu'on discute là-dessus. Mais si à partir du moment où on disqualifie, pas qu'on disqualifie, je pense que là, on est en plein révisionnisme. C'est-à-dire que on transforme l'agressé en agresseur. On transforme l'agressé en agresseur. C'est à la limite, s'il n'y a pas des gens qui disent « ouais, de toutes les façons, vous méritiez bien ça, de toutes les façons, les gens méritaient bien qu'on leur balance toutes sortes de projectiles parce que ils sont mauvais, ils ne sont pas gentils, ils sont méchants. » Voilà. Donc, on est arrivé jusque-là. Pourtant, on avait l'impression qu'un des socles de l'identité camerounaise, c'était justement un peu cette revendication, anticoloniale. Exactement. Oui, bien sûr. Oui, mais les gens détricotent cela quand ça les arrange. Hein. Tant que ça les arrange, ils détricotent cela. Voilà. Parce que il y a, à ce qui me semble, un besoin, une envie, un souci de disqualifier, d'utiliser tout ce qu'il est possible d'être utilisé pour disqualifier le Bamileke qui veut se présenter à la présidence du Cameroun. C'est ça que, voilà. Alors, jusqu'où tout cela peut aller? Parce qu'en fait, il y a eu plusieurs épisodes de... Jusqu'où cela peut aller, il y a une dizaine de jours,
à Meyo, dans la province du Sud, sur rien du tout, comme ça. Il y a une déflagration, comme ça, et avec 2 morts sur le carreau. Et les 2 morts, comme des gens coupés à la machette, hein, étaient des originaires des Grassfields, comme on dit. Des hauts plateaux Bamileke. Voilà. Donc, en gros, c'est pas la première fois qu'il y a... En fait, il y a eu plusieurs épisodes disons, non, à chaque fois qu'il y a un enjeu électoral, en plus de ce que le pouvoir en place détient tous les moyens pour détourner les résultats du scrutin en sa faveur, il utilise également j'appelle ça des boules puantes. Il utilise également les boules puantes du tribalisme anti-Bamileke lorsqu'il y a un candidat Bamileke ou alors un candidat supporté globalement, si on peut ainsi dire, voilà, par les Bamileke. Il y a toujours cette boule puante-là qui brandit la soi-disant menace entre guillemets. Alors, finalement, on a l'impression que c'est le triomphe du colonialisme, c'est-à-dire le logiciel colonialiste demeure après la fin de la colonisation, plus de 50 ans après la fin de la colonisation, parce que... 60, cher ami. Parce que, quelque part, les administrateurs français du Cameroun, certains d'entre eux disaient que le problème du Cameroun, c'était les Bamileke, et les Camerounais, aujourd'hui, continuent de penser, pour une grande partie, que le problème du Cameroun, ce sont les Bamileke. Comment expliquer cette prospérité d'une thèse qui était une thèse coloniale? Oui, c'est le texte de Lamberton. Oui, mais c'est parce que le pouvoir Ahidjo a également prospéré là-dessus. Entre 1960 et 1982. Oui, et ce n'est pas du tout un fait de hasard. Je posais la question l'autre jour où je disais Ernest Wandier a été arrêté en Banga. Ernest Wandier a été arrêté en Banga, dans le Mungo. Il a été amené à Douala. Il a été jugé à Yaoundé, dans la capitale. Et on est allé l'exécuter à Bafoussam. Pourquoi? Bafoussam, la capitale du pays Bamileke. Pourquoi on est allé l'exécuter là-bas? C'était déjà pour montrer que, écoutez, c'était pour donner l'exemple, entre guillemets, mais pour flanquer la trouille aux gens, pour dire, écoutez, écoutez, voilà ce qui va arriver. Et c'était également pour montrer ou alors démontrer que c'est ici que se trouvent les gens qui ne veulent pas que la République aille comme elle doit aller. Et je pense que il faut exorciser ça. C'est un mal camerounais qu'il faut exorciser. Il faudra qu'on arrive à sortir ça. Et on a l'impression que de génération après génération, ça s'inocule les uns aux autres, y compris à des jeunes. Si tu lui demandes de parler telle ou telle langue de ses parents ou de ses grands-parents, il n'est même plus capable de la parler. Mais ça continue à... Les clichés perdurent. Peser. Ça continue à peser sur la vie politique camerounaise, mais c'est essentiellement instrumental. C'est instrumental. Parce que le pouvoir Ahidjo a fait ce qu'il a pu, a posé les bases de quelque chose économiquement et socialement. Et même, pourquoi pas, pour ce qu'ils ont appelé l'unité nationale. Mais le pouvoir Biya a absolument... Ça a pris de 82 à 86. Peut-être la crise est arrivée, mais ça a pris moins de 5 ans au système Biya pour absolument foutre en l'air, passez-moi l'expression, l'existant. Le reste n'a été que occasion ratée, gaspillage de la ressource, mauvaises décisions, vol organisé
ici et ça, ici et ça. Donc, il faut que les Camerounais sachent ce qu'ils veulent à la fin de la journée. Qu'est-ce qui détermine votre décision? Qu'est-ce qui détermine la décision politique que vous allez prendre? C'est la tribu du type qui est là, ou bien c'est ce qu'il va vous apporter en plus pour faire décoller, pour faire avancer votre pays? Déjà pour que le pays ne sombre pas. Le pays a sombré économiquement, cela se voit, mais le pays a sombré socialement, cela se sent, mais également le pays va sombrer tout simplement parce que on est au bord du naufrage. On est au bord du naufrage. Et la guerre civile est-elle possible au Cameroun? Qui va le savoir? Non, vous savez, la veille d'une guerre, la veille d'une guerre, personne ne sait, jamais. Mais je pense qu'il y a trop d'ingrédients. Il y a trop d'ingrédients, je veux dire, c'est comme si vous étiez en train de... C'est comme si vous aviez une allumette, vous aviez versé de l'essence sur de la paille, qui n'en a même pas besoin. Et si vous demandiez si une déflagration est possible, je pense que les gens... Il y a des déflagrations graves qui peuvent quand même être... qu'on peut avoir si le climat continue à être aussi tendu. Écoutez, on a un ministre de l'administration territoriale qui a, par ses propos bellicistes, presque allumé le feu d'une guerre dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, et qui est en train de refaire la même chose, qui va refaire la même chose au niveau national. Ça commence quand même à... On peut avoir peur. Merci beaucoup, Aman Mana.